Europod. Éveille ta ville. Le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition. Vous voulez contribuer à protéger la planète, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Hildegarde. Et moi, c'est Kelly. Nous sommes journalistes et pendant 5 mois, on a parcouru l'Europe en transport en commun. Notre objectif, documenter des solutions concrètes pour faire face aux crises écologiques et sociales et leur permettre de traverser les frontières. De l'Allemagne au Portugal, en passant par l'Italie, l'Espagne et la Roumanie, on vous emmène à la rencontre de citoyens, d'associations, de chercheurs, d'entreprises et d'institutions qui façonnent les villes de demain. Pour notre 18e épisode, nous sommes au Portugal, le dernier pays de notre tour d'Europe. On vous emmène à la rencontre de ReFood, un réseau d'associations qui lutte efficacement pour la sécurité alimentaire mondiale. Tout de suite, on vous fait découvrir comment il permet chaque jour à environ 8000 personnes de se nourrir dans la dignité. Ça va peut-être vous paraître insensé, mais pendant près de 15 ans, j'ai répété la même action 2 à 3 fois par jour, et tout ça sans y réfléchir une seconde. Sans me demander qu'est-ce que je suis en train de faire, ou pourquoi je le fais. Je vous explique. Je ne dois pas être la seule, mais chez moi, les repas ont toujours été entourés de rituels. S'asseoir, allumer la télé pour regarder le journal, ou discuter, parfois, se raconter sa journée au travail, à l'école. Et puis, quand on n'a plus faim, se lever pour vider les restes de son assiette à la poubelle. Mettre au frigo l'excédent pour plus tard, c'était une habitude inconnue au bataillon. Alors, on ne gâchait pas des quantités énormes. C'était peut-être 1/10 de l'assiette à chaque fois. Mais il m'a fallu attendre de vivre seule pour questionner ce geste. Pour me rendre compte du gâchis que ce comportement représente jour après jour, repas après repas. Alors, j'ai changé. J'ai adapté ma manière de cuisiner pour préparer plein de repas d'un coup et avoir toujours un Tupperware d'avance. Quand je ne finissais pas mon assiette, je conservais pour plus tard au frigo. Et quand, exceptionnellement, je laissais un aliment se perdre, c'était pour le compost. Bref, j'ai arrêté de voir les restes comme des sous-produits d'un repas, mais plutôt comme une occasion de se régaler une deuxième fois. Pourtant, on m'a plusieurs fois regardé de travers à la fac, quand je proposais de ramener les restes de la cafétéria pour les consommer plus tard, plutôt que de les jeter à la poubelle. Aujourd'hui encore, je sens que je mets parfois mes proches mal à l'aise, quand je demande un doggy bag au restaurant. Un doggy bag, pour info, c'est un contenant réutilisable ou recyclable pour emporter les restes. Depuis 2021, en France, les restaurants et débits de boissons sont obligés d'en fournir à leurs clients qui en font la demande. Je disais donc, pour pas mal de personnes de mon entourage, les restes, c'est tabou. Les consommer, c'est soit gage de bizarrerie, de pauvreté, ou juste un acte carrément malpoli, un peu déplacé. Moi maintenant, ça me semble complètement absurde de jeter. Absurde de gâcher une ressource qui a mis du temps à être cultivée, préparée, empaquetée, exportée, cuisinée. Absurde de la mettre à la poubelle quand elle pourrait soit nourrir quelqu'un, soit nourrir les micro-organismes d'un compost, pour enrichir la terre. De bonnes épluchures. Malheureusement, ce n'est pas une vision encore très partagée quand on regarde les chiffres du gaspillage alimentaire. Chaque année, près d'1 milliard de tonnes de nourriture est perdue ou gaspillée, selon une étude Statista de 2024. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça représente 1/3 de la quantité totale de nourriture produite sur la planète. Et c'est d'autant plus choquant quand on sait que 770 millions de personnes sont sous-alimentées dans le monde. Il est urgent d'agir. Justement, au Portugal, on a déniché une initiative tellement efficace qu'elle pourrait bien renverser la donne à l'échelle européenne. Ça vous paraît un peu ambitieux ? Écoutez notre reportage jusqu'au bout, vous nous en direz des nouvelles. La nuit a depuis longtemps plongé la ville dans l'ombre lorsque nous rencontrons Daniela et Maria. Les jeunes femmes font partie des 60 bénévoles de l'association ReFood Coimbra, une antenne d'un réseau national qui lutte contre l'insécurité et le gaspillage alimentaire. Environ 1 fois par semaine, elles collectent de la nourriture invendue. Restaurants, supermarchés, cantines scolaires, boulangeries, cafés. Ensemble, elles font en voiture le tour des établissements qui n'ont pas réussi à écouler leurs vivres. Armées de leur sourire et d'une dizaine de récipients, elles rencontrent les commerçants du secteur.
et sauve plusieurs dizaines de kilos de nourriture de la poubelle. On récupère des muffins, des cakes, des pains à saucisses. Plein de produits typiques des boulangeries comme des croissants, des pâtisseries traditionnelles, des desserts au chocolat. Daniela plonge une fournée de petits pains dans l'un de ses nombreux contenants en plastique. Ce soir, le rythme est intense. Elles ont environ 1h30 pour visiter 3 boulangeries avant leur fermeture et apporter le fruit de leur collecte à une association bénéficiaire. Pourquoi une telle course contre la montre ? Car comme n'importe quel restaurant, producteur ou distributeur alimentaire, ReFood doit respecter la chaîne du froid. À Coimbra, 21 établissements ont accepté de donner leurs invendus à l'association. Pour certains commerçants, ça représente une fierté et un soulagement de ne plus jeter les fruits de leur artisanat tout en ayant une utilité sociale. Felipe Simoes, le gérant de Padaria Valle das Flores, une boulangerie qui fait aussi café, nous raconte. Ça fait 5 ou 6 ans que je donne ma nourriture invendue à ReFood. J'ai beaucoup de gratitude. Ça me touche de combattre le gaspillage alimentaire grâce à eux, de pouvoir aider les gens. Il y a tellement de personnes qui ne mangent pas à leur faim. On ne peut pas se permettre de jeter. C'est crucial de les aider. Sans crier gare, Felipe semble prêt à verser une larme. Une émotion qu'il masque avec pudeur en allant précipitamment poursuivre la fermeture de son établissement. Daniela comprend cette émotion. En tant que bénévole, elle aussi a l'impression de servir quelque chose de plus grand qu'elle en participant à ce cercle vertueux où réduction des déchets rime avec réduction de la précarité alimentaire. À une époque où les ressources planétaires se raréfient, je crois que chaque geste compte. Chaque petite action, c'est un pas en plus dans la préservation de notre qualité de vie. Un pas de plus pour la protection de la Terre, notre maison commune. Imaginez l'impact si chaque personne s'engageait un peu à son échelle, si chacun dégageait ne serait-ce qu'un tout petit peu de temps pour servir le collectif. Ensemble, on pourrait aller loin, très loin. Une fois leur seau rempli, Daniela et Maria pianotent sur leur téléphone. Elles consultent le programme de leur tournée pour récupérer l'adresse de notre destination finale, Integrar, une association d'aide aux personnes sans abri. Dans une maison en marge du centre-ville, 8 personnes sans domicile fixe sont hébergées. L'association distribue aussi des repas aux personnes extérieures qui sont en difficulté. Je m'appelle Ricardo Paiva. Je suis responsable de cette maison et de celles et ceux qui y habitent. Ici, on offre un hébergement à une dizaine de personnes sans abri qui n'ont pas d'autre recours que de vivre à la rue. On les aide à se remettre en selle, à reprendre le contrôle de leur vie pour plus tard retrouver leur indépendance. Ce soir, la nourriture collectée par les bénévoles de ReFood va directement profiter aux bénéficiaires de cette association. Mais pour que tout le monde y trouve son compte, il y a une rotation entre les établissements qui donnent de la nourriture et ceux qui la reçoivent. À Coimbra, ReFood apporte régulièrement des repas à 26 organisations locales. Leur point commun à toutes, c'est de lutter contre l'exclusion sociale sous toutes ses formes. Des sans-abri aux orphelins, en passant par les personnes âgées isolées et les publics souffrant d'addiction à la drogue. Pour en savoir plus, on rencontre Marta Grassa, l'une des coordinatrices de ReFood Coimbra. Impliquée depuis 2015, l'année de la création, elle est l'une des fondatrices de l'antenne locale. On apporte une réponse au gaspillage alimentaire. Puisqu'avant ReFood, les restaurants et autres entités alimentaires n'avaient pas cette opportunité de donner leur nourriture invendue. En fait, on agit comme un pont entre ceux qui ont trop à manger et ceux qui manquent de ressources. Comment ça se passe ? On regarde sur notre planning quels bénévoles sont disponibles quel jour. Ensuite, on contacte les établissements alimentaires pour déterminer lesquels sont disponibles en soirée pour remettre la nourriture aux bénévoles. Une fois qu'on a esquissé une tournée, on contacte les associations bénéficiaires pour voir lesquelles seraient intéressées. Parfois, les assos expriment un besoin en nourriture supérieur à ce qu'on propose. Quand c'est le cas, on essaie de démarcher d'autres fournisseurs alimentaires. On tente aussi de motiver plus de bénévoles pour pouvoir collecter et transporter plus de vivres. L'idée, c'est que tout le monde puisse manger à sa faim. Ce n'est pas toujours possible, mais on fait en sorte d'établir des priorités pour que ceux qui sont le plus dans le besoin reçoivent un repas en premier. Un système qui fonctionne, puisque selon leur étude d'impact de 2023, ReFood Coimbra a fourni plus de 196 000 repas cette année-là.
Et ce n'est qu'un début, puisque ReFood Coimbra ambitionne d'acquérir une cuisine pour pouvoir y stocker et préparer davantage de plats. Martha nous explique ce qu'elle et les autres bénévoles feront une fois cet objectif atteint. À l'avenir, on aimerait aider encore plus de monde, en particulier ceux qui ne reçoivent aucun don. On voudrait s'attaquer à ce qu'on appelle la pauvreté honteuse. Par là, je fais référence à toutes les personnes qui travaillent, qui ont un logement, peut-être même une voiture pour aller travailler, mais qui doivent parfois se priver de manger pour nourrir leurs enfants. C'est une catégorie de personnes précaires qui ont un toit sur la tête mais qui sont tellement justes économiquement que la moindre dépense imprévue les met dans le rouge. Ce type de précarité augmente avec l'inflation. À ReFood, on aimerait inclure ces personnes dans nos distributions, car elles ne sont pas assez pauvres pour bénéficier du soutien des associations, mais vivent quand même des situations complexes. L'idée, ce n'est pas qu'on arrête de distribuer aux associations, c'est d'élargir le spectre des dons. Alors, quand on aura de nouveaux locaux, on pourra démarcher plus de fournisseurs alimentaires et donc aider plus de personnes, en particulier celles qui sont actuellement livrées à elles-mêmes. Pour le moment, ReFood Coimbra, c'est la seule antenne du réseau à ne pas posséder de cuisine. Oui, on l'a dit au début, ReFood, ce n'est pas qu'une association locale. C'est un mouvement composé de 63 associations au Portugal. Un système qui commence à se développer dans le sud de l'Europe, avec 2 centres supplémentaires en Espagne et un projet de création en Italie. De l'autre côté de l'Atlantique, des équipes se forment aussi au Brésil et aux États-Unis. La pandémie les a empêchés de développer des centres ReFood une première fois, mais elles s'apprêtent à retenter l'expérience. Avec plus de 8200 bénéficiaires sur leur liste, les 7800 volontaires de ce mouvement international fournissent 226 000 repas par mois. C'est l'équivalent de 1000 tonnes de déchets mensuels évités. Bref, ReFood a connu un développement colossal. Tout ça en seulement 13 ans d'existence. Comment expliquer cette réussite fulgurante ? Pour connaître les secrets du développement de ReFood, on quitte Coimbra pour mettre le cap sur Lisbonne, là où tout a commencé. Et c'est parti pour 3 heures de train. Au cœur de la capitale portugaise, on marche jusqu'à une petite maison colorée, d'apparence exiguë. D'apparence seulement, car à l'intérieur, on découvre de vastes locaux, fourmillant de sucré, de salé, et surtout, dotés d'une immense cuisine. Poulet, filets de poisson, légumes, bouchées au fromage, riz, des victuailles diverses et variées sont répandues sur la table. La collecte du jour est le fruit d'un ensemble de supermarchés, de restaurants et d'hôtels. Ici, le système est un peu différent de celui de Coimbra. À Coimbra, les bénévoles distribuent de la nourriture prête à être consommée à des associations ou à des institutions. Tandis qu'à Lisbonne, les restes sont triés et répartis selon les goûts des familles inscrites. Le riz, on met un peu de légumes. Alexandra, la cinquantaine, est bénévole pour ReFood Lisbonne depuis 8 ans. En fredonnant, elle remplit des dizaines de boîtes en fonction des préférences des bénéficiaires. Car l'association milite en faveur de la dignité des consommateurs et consommatrices. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'une personne est pauvre qu'elle devrait manger des produits de basse qualité ou quelque chose qu'elle n'aime pas. Au contraire, les bénévoles ont pour consigne de préparer des plats qu'ils et elles aimeraient eux-mêmes déguster, tout en respectant un équilibre nutritionnel. Au mur, un tableau tient compte des préférences alimentaires de chaque personne, dont les noms sont classés par ordre alphabétique. Donc on a les tableaux qui sont prêts avec des lettres, on leur a donné des lettres aux familles, on voit combien de personnes il y a dans la famille, on met quelques observations, s'ils sont végétariens, s'ils ne peuvent pas manger de poulet, etc., les jours où ils viennent, aussi s'ils sont sans abri ou pas, puis on sort toute la nourriture sur la table et on met dans des boîtes, dans des récipients, on essaye de diversifier, mettre du poisson à tout le monde, il y a toujours moins de poisson que de viande. Et le vendredi, c'est le jour où on prépare en fait 6 repas par personne, parce qu'on veut qu'ils aient de la nourriture pour tout le week-end jusqu'au lundi soir. Donc on prépare 6 repas, parfois on a des familles où il y a 3 personnes, donc ça fait beaucoup de repas. Donc les sans-abri, on leur donne plutôt des boîtes jetables, alors que les autres familles, ils ont tous des boîtes avec leurs lettres, avec leurs noms, qu'ils doivent nous rapporter à chaque fois propres pour qu'on puisse les re-remplir, pour éviter de jeter des boîtes en plastique à chaque fois. Voilà. Ce soir, cette institutrice donne de son temps pour préparer de quoi manger aux 52 familles dont s'occupe cette antenne de ReFood.
Et encore un. Du poisson. Avec... Comme les familles comportent souvent au moins 3 personnes et que chaque personne a droit à 6 repas pour tenir le week-end, la cuisine se transforme vite en usine. Malgré un rythme soutenu au fourneau, les bénévoles trouvent quand même le temps de discuter dans la bonne humeur. Une fois les repas prêts, Alexandra et la dizaine d'autres bénévoles présents, en majorité des femmes, transfèrent les boîtes dans une nouvelle pièce, dont une porte donne sur la rue. C'est l'interface qui permet aux bénéficiaires de venir récupérer leurs repas, mais aussi de choisir quelques produits supplémentaires entreposés sur des rangées d'étagères. Le tout ressemble à une sorte de mini-épicerie, également issue des dons. Dans le soir tombant, une vingtaine de personnes font la queue devant ReFood. Ils seront environ 250 à venir chercher de quoi se nourrir au cours de la soirée. On rencontre tous les types de profils. Une femme russe qui passe l'essentiel de son temps à s'occuper de son mari malade, un homme dans la précarité depuis qu'il a perdu son passeport, des personnes âgées isolées, des familles portugaises aux fins de mois difficiles. Ici, la faim prend tous les visages et toutes les nationalités possibles. Comme ReFood repose à 100% sur du bénévolat, le mouvement génère peu de coûts. La plupart des associations locales se font même offrir ou prêter un lieu, mais d'autres doivent payer en loyer, l'assurance, l'eau et l'électricité. Pour assumer ces charges et le recours à des prestataires externes, pour l'administratif et la comptabilité par exemple, le mouvement peut compter sur des dons. 626 000 € en 2023. D'après les calculs de ReFood, comme 2,7 millions de plats ont été servis cette même année, donner 1 € à l'association, c'est financer la production d'un peu plus de 4 repas. Un ratio avantageux, 10 fois plus efficace que le modèle de cantine sociale mis en place par l'État, qui tourne lui autour de 2,5 € le repas. Vous l'aurez compris, ReFood, c'est une initiative extrêmement efficace pour lutter contre la précarité alimentaire à moindre frais. Le système fonctionne très bien. La preuve en est que le concept essaime à travers l'Europe. Mais les débuts n'ont pas toujours été si évidents. À l'origine de ReFood, il y a l'idée un peu folle d'un Américain nommé Hunter Alder. Débarqué de l'État de Virginie pour Lisbonne, il y a une trentaine d'années, ce septuagénaire ne se départit jamais ni de son chapeau de paille, ni de sa jovialité, un brin extravagante. On se retrouve dans l'arrière-cuisine pour discuter, au milieu de piles de dossiers recensant les établissements partenaires de l'initiative. So, in 2008, there was a financial crisis worldwide. En 2008, il y a eu la crise financière qui a éclaté à New York avant de submerger le monde entier. C'est là que j'ai perdu toutes mes sources de revenus. C'était très violent. Tu penses que tu t'en sors bien et du jour au lendemain, tout s'écroule. Comme mon métier n'était plus viable, j'ai dû repenser ma carrière. Et pendant cette période où je réfléchissais à ma reconversion, je me suis regardé dans le miroir. C'est un vieil homme qui m'a rendu mon regard. J'avais 59 ans à l'époque. Je me suis dit, peut-être qu'il ne me reste pas tant de possibilités que ça de réinventer ma carrière. Si je me plante, je n'aurai pas forcément de deuxième chance. Alors j'ai fait un bilan de tout ce que j'ai fait depuis mes 16 ans, l'âge où j'ai commencé à travailler. Entre le team building et la promotion de concerts, j'ai eu une vie professionnelle passionnante. Mais j'ai toujours fait les choses pour moi, avec mon propre intérêt en ligne de mire. Quand je l'ai réalisé, ça ne m'a pas plu. Alors j'ai pris la décision radicale que ma prochaine carrière ne serait pas orientée vers mon profit, mais tournée vers autrui. C'est comme ça que tout le processus a commencé. Son déclencheur, une conversation au restaurant avec l'une de ses filles. Son aîné lui pose une question. Qu'est-ce qui va arriver au contenu du bar à salade à la fin du service ? Hunter lui explique que ce sera très probablement jeté, faute d'alternatives existantes, et que la plupart des établissements se débarrassent aussi de dizaines de kilos de nourriture chaque jour. Et quand j'ai dit le mot alternative, boum, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais attends une minute, à quoi elle pourrait ressembler, l'alternative qui permettrait de sauver cette nourriture ? C'est en suivant cette réflexion que j'ai imaginé les piliers du mouvement ReFood. Mon idée directrice était et est toujours la même. La nourriture doit être donnée gratuitement. Idem, le travail de collecte, de préparation et de distribution des repas doit lui aussi être bénévole. Je me suis dit qu'en réduisant les coûts au maximum, on rendrait le concept plus facilement réplicable. Mais alors, pourquoi reposer sur le bénévolat ?
D'abord, le mouvement veut prouver que l'être humain peut se motiver à changer le monde sans servir son intérêt personnel. Ensuite, Hunter voulait s'assurer que le besoin de payer des salaires à une équipe ne ferait pas dévier ReFood de sa mission initiale, c'est-à-dire nourrir les personnes vulnérables tout en réduisant la quantité de déchets du secteur alimentaire. Car selon lui, les associations qui choisissent de salarier se retrouvent à devoir poursuivre leurs actions auprès des communautés, tout en dédiant une grande partie de leur temps à trouver des fonds pour payer ces mêmes salaires. Et s'ils ne trouvent pas ces fonds, c'est la viabilité financière de toute la structure qui peut s'écrouler. Enfin, le système 100% bénévole a l'avantage de permettre une plus grande réplicabilité. Le concept est beaucoup plus attrayant, et même les communautés les plus précaires peuvent se l'approprier, pas seulement les pays les plus aisés de l'Union européenne. Alors, porte après porte, boîte aux lettres après boîte aux lettres, Hunter a commencé la prospection. Tout seul, il a démarché 2000 personnes pour tenter de réunir des volontaires. Ce fut un échec complet. Seulement 2 réponses positives. Alors il a commencé petit. Avec son vélo, il a été voir un par un les 45 établissements qui vendaient de la nourriture dans son quartier Lisboète. Et il est parvenu à en convaincre 30 de participer, en donnant leurs invendus alimentaires. L'église locale, elle, a accepté de réceptionner les vivres pour les distribuer aux plus démunis. En mars 2011, Hunter a donc effectué tout seul la toute première collecte et distribution de repas de ReFood. À partir de là, tout a changé. Les bénévoles ont afflué, en voyant ce seigneur américain en costume à rayures arpenter les rues, chargé comme un mulet, sur son vélo bricolé. En le voyant en action, les passants se sont rendus compte de l'impact de son idée et ont décidé de le rejoindre. Tant et si bien qu'après sa toute première opération, Hunter avait déjà une 40aine de volontaires acquis à sa cause. Au fur et à mesure, d'autres églises se sont laissées convaincre, lui amenant à la fois plus de bénévoles et davantage de connaissances pour identifier les familles du secteur ayant le plus besoin d'aide. Ensuite, une amie d'Hunter a repéré un concours organisé par une banque pour soutenir des projets solidaires. ReFood s'est alors constitué en association pour participer et a raflé la première place. De quoi lancer les prémices du mouvement et couvrir les premiers frais. Fin 2011, une deuxième association locale se développe à Lisbonne, entraînant toutes les autres à sa suite. S'ensuivit alors une croissance exponentielle jusqu'aux résultats qu'on connaît. Hunter nous expose les projets futurs de ReFood pour continuer l'expansion internationale du réseau. Le but maintenant, c'est de développer des outils pour accompagner les nouveaux ReFood qui émergent à l'étranger. En ce moment, on développe une plateforme en ligne pour apprendre à n'importe qui, quel que soit son secteur, à implanter une antenne de ReFood dans sa communauté. Le contenu sera accessible dans plusieurs langues pour toucher le plus de personnes possible. On a aussi besoin d'un outil qui donnerait envie aux gens de rejoindre le mouvement. Pour ça, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Je suis en train d'écrire un livre un peu spécial. Il aura 2 couvertures. On commencera par lire, de façon tout à fait classique, l'histoire de la création de ReFood. Ensuite, à la moitié de l'ouvrage, il faudra le retourner pour révéler un 2e livre. Celui-ci sera un guide complet pour lancer un ReFood de A à Z dans sa communauté. On vise le best-seller. Et c'est déjà la fin d'Éveille ta ville. Dans cet épisode, vous avez découvert comment l'initiative impulsée par une seule personne permet désormais d'en nourrir quasi une dizaine de milliers au quotidien. Une initiative qui a prouvé son efficacité et que vous pouvez potentiellement répliquer partout. Et puis, cette solution sera d'autant plus utile que le dérèglement climatique menace de plus en plus la sécurité alimentaire mondiale, avec la multiplication des sécheresses et des inondations. Et à propos d'eau, vous ne le savez peut-être pas, mais le dérèglement climatique menace aussi la potabilité de notre or bleu. Dans le prochain épisode, on vous montre comment la recherche se mobilise à l'international pour conserver une eau sans danger pour la santé humaine et les écosystèmes dans les décennies à venir. Enfin, pour découvrir les photos du reportage que vous venez d'écouter et encore plus de contenu exclusif, visitez notre Instagram @aether.narratio, aether.na2ratio. Si vous avez aimé cet épisode, prenez quelques instants pour nous laisser un like ou 5 étoiles selon la plateforme d'écoute que vous utilisez. Et si vous êtes vraiment extra, vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire pour nous encourager à poursuivre ce travail d'information accessible gratuitement. Pensez aussi à vous abonner à Éveille ta ville pour ne pas manquer le prochain épisode.
Et si vous avez des proches qui souffrent d'éco-anxiété ou qui veulent agir pour la planète et la société, c'est le podcast à leur transmettre. À lundi prochain dans Éveille ta ville, le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition.